Ferguson. No. Get that Gavin Jay. 112, 109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour. Salut. Mike Laviole aux commandes de ce 4e épisode de Dino Talk, votre podcast en français destiné aux fans des Raptors du monde entier. Alors aujourd'hui avec moi, il y a du beau monde. Aujourd'hui avec moi, il y a Victor de Raptors France. Salut Victor. Salut Mike, salut les gars. Il y a également Maxime de Raptors Belgique. Salut Maxime. Bonjour tout le monde. Et on a notre habitué qui est là depuis le début, Alexandre. Salut Alex. Salut. Et aujourd'hui, le fan du jour avec nous, aujourd'hui Richard. Salut Richard. Salut tout le monde. Alors Richard, la question habituelle qu'on pose à tous les invités, à tous les fans. Dis-nous un peu, depuis quand es-tu fan des Raptors? Qu'est-ce qui t'a amené aux Raptors? Dis-nous tout. Très clairement, c'est le logo. C'est quand j'étais petit, c'est l'archéologie et tout. Donc un logo de basket, qu'un dinosaure, faut suivre. Après j'ai commencé vraiment à suivre les résultats de l'équipe depuis 2014-2015 et en venant sur Twitter l'année dernière de bien les suivre à chaque match et du coup mon premier match NBA que j'ai vraiment vu en entier c'était le premier match des finales, donc on démarre sur une bonne base. Voilà. Et après sinon le basket, moi je suis plus du basket traditionnel à faire en club, à suivre l'Euroleague, la Pro A, donc le basket plus stratégique et moins spectaculaire. Et voilà. Après je suis aussi également arbitre officiel, donc côté règles et tout. Ça, au début, ça m'a un peu repoussé. Je disais que la NBA c'était pas du basket, c'était du spectacle. Et puis bon, vu que tous les joueurs allaient en NBA, faut quand même aller jeter un coup d'œil. Et puis voilà, ça a suivi. Et puis à la bonne période. Donc voilà. Très bien, merci. Alors avant de lancer le sommaire du jour, je voulais faire un petit tour pour donner des informations à nos auditeurs sur où aller chercher les infos sur les Raptors. Donc un peu chacun de nous va présenter ce que chacun fait, comme ça permettra d'avoir des informations. Pour ma part, donc je travaille pour l'Express de Toronto, c'est un journal francophone de Toronto. En ce qui me concerne, vous pouvez suivre des live tweets normalement à chaque match, à domicile comme à l'extérieur. Ensuite, je fais un article qui revient sur les matchs à domicile, avec analyse, la plupart du temps des interviews, le compte-rendu du match, même si c'est pas le plus important pour moi parce que la plupart du temps tout le monde voit le match, mais bon, vous pouvez quand même avoir le compte-rendu du match. Et oui, les interviews d'après-match. Et voilà, en gros c'est ça. Par ailleurs, juste un petit peu de publicité, je couvre également les autres sports sur Toronto, donc si vous êtes intéressé par les autres franchises, il y a bientôt la saison de MLS qui reprend avec le TFC. Les Blue Jays en baseball sont de retour pour le spring training à partir de mars et la saison reprendra en avril. Et quelque chose de moins connu mais qui est d'un très haut niveau, le Wolfpack de Toronto qui fait du rugby à 13 et qui a eu une superbe recrue cette année en la personne de Sonny Bill Williams, donc je vais suivre ça. Leur saison est un peu particulière car en fait ils jouent la moitié de leur saison en Angleterre car ils sont dans la Super League, en fait le meilleur championnat de rugby à 13 de l'hémisphère nord. Donc en fait c'est un peu particulier, ils sont pas à Toronto jusqu'à avril-mai, le temps que le terrain ne soit plus gelé on va dire, et en fait ils font leur deuxième partie de saison ensuite à Toronto. Voilà en ce qui me concerne. Je vais passer la parole à Maxime qui va nous expliquer un peu ce que vous pouvez retrouver avec Raptors Belgique. Maxime, à toi. Alors sur Raptors Belgique, vous pouvez retrouver des live tweets de presque tous les matchs, pour ainsi dire tous les matchs. Ça fait plus de 160 matchs d'affilée là que je couvre, donc avec des vidéos, avec des commentaires, avec des détails des actions, avec des retweets de Raptors France ou des tweets à toi. On peut aussi retrouver un site internet, donc c'est thenorthbe.com, avec des articles, de nombreux articles, dont un chaque semaine au minimum par Alexandre qui fait One Week in Ontario, qui revient sur les matchs de la semaine, les performances des joueurs, les performances de l'équipe, ce qui est amélioré, les bilans et les rencontres à venir. Et puis alors tout ce qui est sondage, tweet humoristique, on essaie de faire vivre un peu le compte. Et puis maintenant, il y a aussi Dino Talk, puisque on est tous là membres de ça. Et donc il y a le SoundCloud de Dino Talk, il y a le YouTube, et on a maintenant aussi l'Apple Music. Donc voilà, c'est un compte qui grandit et j'espère qu'il va encore grandir au fur et à mesure du temps. Très bien, merci Maxime. À toi Victor, présente-nous un peu qu'est-ce qu'on trouve sur Raptors France. Alors sur Raptors France, on retrouve à peu près tout ce que pu expliquer un petit peu
Max, on retrouve surtout des live tweets la nuit, donc principalement. On essaie de retrouver aussi un petit peu de l'actualité. On parle un petit peu aussi des autres équipes, parce que mine de rien, dans une ligue aussi importante que la NBA, on ne peut pas se concentrer uniquement sur notre équipe. Donc du coup, on parle aussi un petit peu du reste. On essaie de débattre, on essaie d'ouvrir la discussion sur plein de sujets. Vous pouvez aussi nous suivre maintenant sur Dinotalk pour, on va dire, un format un peu plus régulier que les articles sur le blog, puisque sur le blog, ça fait quelques temps qu'on n'écrit plus grand-chose, tout simplement parce qu'on est en train de refondre totalement la ligne éditoriale. C'est un peu compliqué. On essaie de faire en sorte que chacun s'y retrouve de façon plus facile, avec des thèmes qui accrochent plus, pas forcément des résumés, mais aussi des articles de fond qui peuvent prendre un petit peu de temps. Donc normalement, on va essayer de reprendre le rythme après le All-Star Break. Donc voilà, surtout sur ces 3 plateformes-là. Après, on a aussi toujours un Facebook et un Instagram. Instagram, où on essaie de proposer du contenu un peu plus, on va dire, consommable en quelques secondes. Question d'être parfois au courant du score de la nuit, des faits marquants. Et sinon, le Facebook, là, juste pour faire les rappels des matchs, à quelle heure on joue, où est-ce qu'on joue, etc. Donc voilà à peu près tout ce qu'on va faire et tout ce qui va arriver sur Raptor France dans les prochains jours et prochaines semaines. Très bien, merci. Max, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je voulais aussi ajouter quelque chose parce que j'ai oublié, et c'est très important parce qu'il fait un travail extraordinaire, le boulot qui est fait par Jeff au niveau de nos visuels de tous les matchs, des 82 matchs de la saison régulière. Il fait un visuel sur chaque rencontre sur base de dinosaures, en fait, qui réceptionne l'équipe adverse ou qui se déplace. Et c'est un boulot de dingue. Et c'est déjà en cours pour les playoffs aussi, normalement. Donc, bravo à Jeff, et vous pouvez suivre aussi ça sur notre compte. Et en parlant de gros travail, je voulais également souligner le travail qu'a réalisé dernièrement Alexandre sur votre site, qui a rendu accessible le très grand article que le magazine Live Toronto a fait sur Masai Ujiri. Donc, je conseille tout le monde d'aller le lire. C'est vraiment un travail énorme. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Alex? Oui, pourquoi pas. Ça a été assez long effectivement à faire. L'article est très long, comme tu l'as dit. On parle beaucoup de se concentrer exclusivement même sur le personnage de Masai Ujiri, sur sa carrière avant qu'il arrive à Toronto, sur ce qu'il a fait en Afrique avec Giants of Africa, etc. Donc en fait, quand j'ai lu cet article en VO au départ, je me suis dit on se rend pas compte en fait de l'impact de ce gars-là au-delà des Raptors en fait, sur la ville, sur le basket américain en général et africain du coup. Et c'est pour ça que j'ai voulu traduire ça pour le rendre un petit peu plus accessible pour les fans francophones. Et du coup voilà, il est disponible depuis peu. Donc non, c'était long à faire, mais c'était très très appréciable, et je pense que je renouvellerai l'expérience à venir. Très bien, merci Alexandre. Moi, je conseille tout le monde d'aller le lire. On va passer au sommaire du jour. Aujourd'hui, en premier quart-temps, on va revenir sur la semaine écoulée. On a eu seulement 2 matchs. 2 matchs avec, on va dire, deux sentiments bien différents, car on a battu le record de victoires consécutives pour un club professionnel de sport collectif à Toronto, avec la victoire face aux Wolves, et ensuite derrière la défaite à Brooklyn. On reviendra là-dessus. En deuxième quart-temps, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé vendredi et samedi lors du All-Star Weekend. En troisième quart-temps, on reviendra également sur les quelques rumeurs qu'il y a au niveau du marché des joueurs coupés, les buyouts. On va faire le tour un peu, quelles sont vos envies, est-ce que vous avez des joueurs que vous voudriez voir venir renforcer l'équipe. Et en quatrième quart-temps, comme d'habitude, on fera la preview de la semaine prochaine, une grosse semaine à venir avec Phoenix, Indiana, Milwaukee et Charlotte. Et on finira avec le Money Time sur les pronostics habituels. Donc c'est parti pour le premier quart-temps. Donc revenons sur cette semaine avec seulement 2 matchs au programme. Donc malheureusement, on avait tous parié 2 victoires face à Minnesota et à Brooklyn pour terminer cette première partie de saison pré-All-Star Game. Bon, on a tous eu faux, malheureusement. On a peut-être porté malchance, on va dire, parce que la dernière fois, on n'avait pas tous parié 4 victoires, il y a eu 4 victoires. Donc du coup, 15 victoires de suite, record historique dans les sports collectifs pro au Canada, comme je l'ai dit. Mais fin de série à Brooklyn dans ce qui restera. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'un des plus mauvais matchs de la saison des Raptors. Mais il fallait bien que ça arrive. Donc si vous voulez bien, on va commencer par
par revenir sur ce match des Wolves. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Anthony Towns qui s'est fait marcher dessus par Ondai Jefferson. Non, je déconne. Moi, je pense que c'était un match assez spécial. C'était un pré-match de All-Star avec un match principalement sans défense, en fait, la plupart du temps. Il y a eu énormément de points et une adresse folle des deux équipes pendant au moins 3/4 temps. Et puis, les Raptors se sont mis enfin à défendre et ils ont fait un trou avec Minnesota et pouvoir l'emporter. Mais c'était un peu un match déjà pas trop de basket, quoi. Un peu comme on risque de voir ce soir. Justement, pour appuyer le propos de Max, pas le plus glorieux des matchs. C'est clair que on s'attendait peut-être pas à ça. Moi, je pense que je me serais bien vu miser sur un match sur deux qu'on allait perdre avant le All-Star Game. J'étais prêt à parier qu'on allait lâcher un des deux par nécessité, voilà, parce que c'est aussi un peu le relâchement qui fait ça, c'est qu'on peut pas être non plus être à 100% constamment. Et je me suis dit contre les Nets, on va le prendre parce que je me suis dit que face aux Wolves, on allait arriver avec une raquette extrêmement dégarnie et qu'on allait dire bon, on va pas se forcer, on va tenter des stratégies impossibles dans la raquette, etc. On va lâcher ce match-là pour revenir tranquillement vers les Nets, finir avec les Nets, hop, All-Star break. Mais finalement non, ça a été l'inverse. Assez étonné des stratégies mises en place par Nick Nurse, mais ça ne fait que confirmer ce que j'avais pu dire la dernière fois que j'étais venu dans le podcast, c'est que Nick Nurse a vraiment de grands talents de technicien et de stratège. Il a vraiment une excellente vision du jeu, ce qui fait qu'il arrive énormément à anticiper, à bien gérer son effectif. Évidemment, ça prend aussi en compte le fait qu'il a un très bon effectif, évidemment, hein, mais le fait de pouvoir rendre tout ça malléable, pouvoir gérer, pouvoir transformer des mecs qui pourraient être plus poste 3-4 en 4-5. Voilà, je pense que parfois, et je pense que les Rockets vont sûrement un petit peu étudier ce match parce que on voit qu'aujourd'hui ils veulent jouer extrêmement small ball avec un Tucker par exemple en pivot. C'est un match par exemple qui pourrait leur servir de référence dans l'analyse face à un pivot aussi dominant que peut l'être Karl Anthony Towns. Donc du coup je trouve ça vachement intéressant le match qui a pu se produire. J'avoue que j'ai regardé un petit peu en travers le match. J'étais devant, mais j'étais un peu en travers. Et finalement, j'étais agréablement surpris et je me suis dit tant mieux. Heureusement qu'il ait réussi à s'adapter, parce que finalement, c'est pas plus mal de pouvoir aussi développer de nouvelles stratégies, de se dire voilà finalement si on arrive en play-off, on sait qu'on a déjà vécu des moments où on n'avait pas de pivot ou alors on avait des grosses lacunes à certains postes du jeu. Très bien. Richard, qu'est-ce que tu retiens de ce match? C'est un match à la Nurse, quoi. On a eu presque un match sur deux comme ça depuis le début de la saison, où on a un match où on est accroché, et puis c'est un joueur du banc ou du 5, un joueur en plus, pas un joueur principal de la rotation, mais qui va faire un gros match. Là, sur ce match-là, c'était Rondai. On a eu des matchs où c'était Thomas. Quand il y a Norman Powell avant sa deuxième blessure qui nous fait une semaine de ouf, c'est des matchs où il y a un mec chaud, on va jouer avec lui, c'est lui qu'on va mettre en avant, et la victoire c'est lui qui nous la donne en éteignant 4, et il nous facilite grandement le match. Exactement. Aussi le gros match d'Oji Anunoby dont on reviendra dessus avec Alex dans l'œil d'Alex tout à l'heure. Mais c'est vrai que la force de ces Raptors, c'est vraiment de trouver à chaque fois un joueur chaud et qui n'est pas forcément toujours le même. Et d'ailleurs, j'avais posé la question à Siakam après la rencontre parce qu'on avait un fan. La dernière fois, j'avais demandé aux fans s'ils avaient des questions et j'ai un fan qui m'avait demandé, demande-lui, est-ce que c'est défini avant le match par rapport au match-up ou est-ce que c'est dans le cours du match qu'ils trouvent un joueur chaud et qu'ils arrivent à le servir? Et il m'a expliqué, je le savais parce j'en avais déjà parlé avec certains. Et en fait, non, c'est juste dans le cours du match, ils arrivent toujours à trouver un joueur qui va sortir du lot et à le servir. Mais il n'y a pas forcément de plan de match pour cibler un tel ou un tel. Est-ce qu'on revient plus précisément sur la défense sur Karl Anthony Towns? On peut, c'est encore une fois une des forces de Nick Nurse, c'est de s'adapter. Pas de Marc Gasol, pas de Serge Ibaka, hop, Rondai Jefferson titulaire en 5. Face à un pivot comme Karl Anthony Towns, ça peut être très compliqué, et il s'en est sorti plus qu'honorablement, je trouve. Il a certes été très rapidement impacté au niveau des fautes, mais il a quand même réussi à se débrouiller. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Ça répond un peu à la question que le fan t'a posée, ce que tu venais de dire, Mike, c'est que c'est toujours le mec qui est chaud. L'équipe est assez intelligente et le coach aussi pour lui filer les ballons, lui donner les responsabilités, les clés du camion et faire en sorte que l'équipe s'en sorte. Parce qu'au final, Towns, en fait, on voyait sur Twitter que les fans du Minnesota et les comptes francophones
était vraiment frustré parce qu'il n'avait pas d'impact physique, il n'arrivait pas à être présent sous le cercle. Il a mis quelques 3 points, il fait ses stats dans le match, mais il n'a pas été percutant. Il finit quand même avec 23 points, 10 rebonds, donc en double-double, mais il parvient pas à être impactant sous le cercle, alors que pourtant, on n'avait pas de pivot dans notre équipe, quoi. Oui, tout à fait. Et surtout, ces stats, je crois, surtout sur les points, il en met la majorité en quatrième quart-temps quand c'était fini. C'est là qu'il a commencé à mettre à 3 points et à scorer. Mais il me semble à la fin si je dis pas de bêtises, peut-être je dis une bêtise, mais à la fin du troisième quart-temps, il me semble qu'il est à 13 points ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, la défense collective a été excellente et grand coup de chapeau à Nick Nurse. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce match où on passe un peu à la rencontre qui fait un peu plus mal, le match face à Brooklyn? On passe au match face à Brooklyn. Donc, typiquement, le genre de match qui arrive une fois de temps en temps où l'équipe n'y est pas. Bon, pour moi, il n'y a rien d'alarmant parce qu'on a eu des matchs comme celui-ci. On a eu des matchs comme celui-ci cette saison. Parfois, on les a perdus, parfois, on les a gagnés. J'ai pensé notamment celui à Chicago. On avait été vraiment désastreux offensivement. C'était vraiment horrible et pourtant, on avait réussi à gagner. Après, le niveau est différent entre Chicago et Brooklyn. Ça démontre à quel point Chicago est vraiment faible cette année. Il y a eu d'autres matchs comme ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'au final, c'était un mal pour un bien. Il fallait que cette série s'arrête. Et puis, Patrick nous avait prévenu la dernière fois qu'avant le All-Star Game, les joueurs avaient tendance à penser un peu aux vacances. C'est peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, ils ont certainement un peu lâché. Qu'est-ce que vous en pensez, Victor, par exemple? C'est plus que logique. On est sur une équipe qui, on va dire, pas surjoue, mais qui est sur un gros rythme depuis 15 matchs, où vraiment on se met une pression dingue, parce que quand on est sur une série de 3-4, bon, on se dit voilà, c'est le bon moment, on est dans un bon mood. On passe à 5, 6, 7, 8, bon là on commence à dire ah ouais quand même, ça commence à enchaîner, c'est sérieux, ça commence à être intéressant. Puis là quand tu passes la part des 10 et que tu dis ah, on peut peut-être aller chatouiller 1 ou 2 records de franchise ou alors un petit record canadien, bah tout de suite là on se met encore dans d'autres conditions, on essaie de faire toujours mieux. Alors parfois cette pression qu'on va se mettre, ben forcément elle va montrer certaines lacunes et parfois ça va déstabiliser un peu les joueurs. Toutefois ça, je pense que ça atteint son paroxysme face au Nets, où le mélange de la pression du record qui vient de passer, où on se relâche un petit peu parce que c'est bon, on a passé la fameuse barre qu'on voulait tous atteindre, c'est le All-Star Break. Je pense que c'est tout plein de choses qui ont fait que voilà, on a été défaillant dans plein de domaines du jeu. On n'a jamais été dangereux. Les Nets on peut pas dire que les Nets sont dominés, hein, vraiment, parce que on s'est dit si à un moment les Raptors se remettent en jambes, ils peuvent réellement créer le run et passer devant. Je pense que c'est plus des Raptors inoffensifs dont on a eu le droit que des Nets dominants. Je retire pas aux Nets la victoire. Ils sont allés chercher la victoire, ils l'ont fait sérieusement. Toutefois, maintenant, il faut aussi relativiser et se dire qu'à côté, voilà, nous, il faut pas qu'on se lamente sur une défaite comme ça. Voilà, on était sur 15 victoires. Et je sais qu'on n'a pas quand même, par exemple, notre Gasol. Et je sais que il y a quelques temps, on se plaignait quand même quand on avait pris la raclée contre le Heat. On s'était plaint que Gasol n'était pas là, que sans lui c'était beaucoup plus difficile. Bah là on a bien montré qu'on pouvait faire des séries de 15 sans lui dans l'effectif et qu'on pouvait se permettre de mettre de côté quelques joueurs, question de les reposer. Donc bon, pas choqué, pas déçu, mais bon, c'est sûr que ça laisse peut-être une petite pointe amère avant le All-Star Break. Il fallait bien que ça s'arrête un jour, je pense. Si on regarde l'analyse collective, joueur par joueur, les deux qui ont été défaillants sont les deux All-Stars. Donc est-ce qu'ils avaient déjà la tête à l'All-Star? Kyle Lowry finit avec 12 points, Pascal Siakam avec 16, on a eu énormément de turnover, énormément. On aurait quand même pu, je pense, gagner ce match, mais les Nets nous ont toujours bloqués avec 8-9 points d'écart, et donc on n'a jamais réussi à faire le run et à revenir devant, comme l'a dit Victor. Maintenant, voilà, le mieux, on voulait toujours faire mieux avec cette série. La force, le mieux est l'ennemi du bien, et on a fini par perdre un match. Donc voilà. Ouais, je suis un petit peu dans le même sens que ce que vous avez dit. Il faut pas s'alarmer par cette défaite. Je préfère perdre contre Brooklyn en veille de All-Star Game après 15 victoires de suite que perdre contre Indiana, par exemple, lors de la double confrontation qu'on a eue il y a une semaine ou 10 jours. C'est moins inquiétant, c'est pas très significatif. Faut pas oublier non plus que quand on est déjà champion en titre, on est déjà l'équipe à abattre. Quand en plus on est champion en titre et qu'on arrive avec 15 victoires d'affilée, on est encore plus l'équipe à abattre. Il faut pas oublier que les Nets l'avaient encore mauvaise, comme disait Étienne lors du dernier épisode, du shoot au buzzer qui était pas rentré à Toronto. Donc y a rien d'alarmant, ça arrive de passer au travers d'un match. Encore une fois, c'est pas catastrophique. Richard, un petit avis sur cette rencontre? Qu'est-ce que tu retiens, toi? Une défaite qui fait mal quand même dans la manière, quoi. On peut perdre des matchs sur des erreurs tactiques,
des actions qu'on loupe, quelques oublis défensifs. Mais là, c'est l'ensemble du match où on n'a pas joué, quoi. Donc c'est là-dessus où c'est un peu frustrant. Après, bon, lâcher un match comme ça dans la saison, c'est pas dérangeant. C'est presque le premier match comme ça qu'on lâche vraiment, surtout qu'on était en forme depuis le début de la saison. Donc un sur la saison, c'est pas grave. Faut juste que là, retour de l'All-Star Break, sur les 4 matchs à venir, on n'en perd pas 3, dont 2 sans jouer. Ça fait un break, faut se reposer, se remettre dedans et repartir. Et puis, un de perdu, c'est 10 de retrouvé. Hein, donc, on ne sait jamais maintenant les 10 prochains matchs. T'es en train de dire qu'on va les enchaîner, les 10 suivants, là? Ah, pourquoi pas, hein. Enfin, on a un sale trip à l'ouest qui arrive, mais bon. Je pense que aussi bien moi que Victor, que Étienne, que quelques-uns commenceront à Toronto la semaine prochaine. On a envie de les enchaîner, ces 10 matchs-là. Donc, Au moins les 3 où vous êtes là, ça serait déjà pas mal. On arrive en fin de ce premier quart-temps. On va passer, comme maintenant vous en avez l'habitude, à l'œil d'Alex qui revient sur un petit point qui a retenu son attention lorsqu'on finit notre retour sur la semaine écoulée. Donc, à toi de jouer, Alex. Merci, Mike. Je vais parler aujourd'hui d'Oji Anunoby parce que beaucoup lui sont tombés dessus récemment à cause de son inconstance des derniers matchs entre son record en carrière et puis une petite baisse de régime et puis hop, une grosse défense et ça va mieux et puis hop, le match suivant, il est encore un petit peu plus en retrait. Je tenais à préciser, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Oji est clairement pas l'arme offensive numéro 1 des Raptors. Il est même loin de jouer ce rôle-là. Il affiche actuellement 10,2 points de moyenne par match, ce qui est la 4e meilleure parmi les titulaires. Seul Marc Gasol est derrière. Il prend également seulement 8 tirs par match, 4e total également parmi les titulaires. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il est le 5e titulaire à prendre ses tirs derrière la ligne des 3 points. C'est-à-dire que même Marc Gasol prend plus de 3 points que lui par match. Pour un poste 3, c'est assez particulier. Par contre, il est à 49,9% de réussite, ce qui est le meilleur pourcentage parmi les titulaires. Meilleur pourcentage que Siakam, meilleur pourcentage que Van Vliet, meilleur pourcentage que Gasol. Donc, malgré ça, il reste quand même extrêmement important. Sa présence dans le roster est avant tout défensive, parce que sa taille et son agilité en font un élément précieux sur les ailes. Il est capable de switcher, de revenir très vite en défense et de contrer à l'occasion. Il est également très efficace à l'interception. Il se projette très vite en contre-attaque. On l'a vu plusieurs fois dévier une passe qui retombe dans les mains de Kyle Lowry et puis dans la seconde qui suit, Lowry envoie le ballon de l'autre côté du terrain et OG est déjà sous le cercle. Sauf que les switches et le marquage resserré sur les attaquants adverses, c'est pas le genre de choses qui se traduisent dans les stats. Donc malheureusement, il pâtit également de son attitude nonchalante, parfois même faussement lente, qui fait que beaucoup lui tombent dessus. Par contre, faut pas oublier que c'est le titulaire qui a joué le plus de matchs cette saison, qui a été le moins blessé parmi les Lowry, les Van Vliet, les Siakam, les Gasol. Donc ça fait du bien de le revoir constant à ce niveau-là, parce que l'année dernière il avait été beaucoup absent, blessures, opérations, absence pour raison personnelle, il a vécu une année compliquée. Faut pas oublier aussi que du coup c'est celui qui a dû le plus composer avec des 5 différents, parce que tantôt c'était Lowry qui était absent, tantôt c'était Van Vliet. Quand on est un jeune joueur, on aimerait bien avoir des repères un petit peu plus présents à ce niveau-là. Effectivement, il n'est pas exempt de tout reproche, mais il faut pas oublier que l'année dernière, on critiquait beaucoup Fred Van Vliet avant qu'il explose en play-off. Alors, je suis pas en train de dire que Anunoby doit faire un enfant, hein, bien sûr, mais faut juste être un peu plus patient avec lui. Anunoby fait partie de l'avenir des Raptors. Il engrange toujours plus d'expérience. Je vous donne juste un petit scénario. Imaginez une seconde, on est en demi-finale de conférence, Miami en face. Toronto mène 2-1 et la dernière possession est pour le 8. Je sais pas, vous les gars, vous êtes pas trop contents d'avoir OG Anunoby pour mettre en face sur Butler, par exemple? Ça peut aider, c'est clair. On signe tout de suite. Voilà. Quelqu'un pour rebondir sur OG? Je sais que Maxime était un peu énervé contre lui. Ouais, je suis un peu critique, mais quand on aime bien, on critique aussi, donc j'aime bien OG. Donc maintenant, je pense qu'il devrait peut-être parfois juste un peu s'inspirer de Kawhi, qui était au même poste que lui, qui, je pense, lui a apporté beaucoup de choses l'année passée. Je pense qu'il a sans doute beaucoup appris de Kawhi, aussi bien aux entraînements que sur les matchs. Et au début de saison, il était parti tambour battant pour faire un peu la même chose que Kawhi. Et puis, voilà, il a une irrégularité maintenant avec le temps. Et on peut peut-être lui demander que d'ici 2-3 ans, il sera peut-être aussi impactant que ce que l'était Kawhi l'année passée, mais bon, je pense qu'il a une énorme marge de progression. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ne savent peut-être même pas dire jusqu'où il pourrait progresser.
C'était la même chose avec Pascal Siakam il y a 2-3 ans. Personne ne savait où pouvait aller Pascal Siakam et on voit où il est maintenant. Donc on a des jeunes joueurs avec Terence Davis, avec OG et même encore Van Vliet et je pense qu'ils peuvent encore énormément progresser et faire couler des bons jours à la franchise dans les prochaines années. Je précise aussi, Anunoby a que 22 ans, hein, donc au niveau de la marge de progression, je pense qu'il en a encore sous le pied. Si on peut retenir quand même quelque chose, voilà, c'est exactement ce que Alex le dit très bien, il a extrêmement bien résumé. Il a que 22 ans. Il n'a pas forcément joué avec tous les repères qu'il aurait dû avoir. Donc voilà, comme beaucoup de titulaires blessés, etc. Comme on dit, voilà, il était très présent et donc du coup forcément, il a un rythme à 22 ans en tant que titulaire dans une grosse équipe comme ça où on demande beaucoup d'efforts. Quand on est une équipe dominante, forcément, on demande forcément à ce que il soit performant. C'est pas évident. Puis moi, je pense que c'est l'âge, la meilleure statistique pour Anunoby, c'est de se dire ah oui, effectivement, il a 22 ans. Est-ce qu'il a atteint son plafond? Je ne pense absolument pas. Je pense qu'il a encore de belles années devant lui et que c'est sûr qu'avoir passé une année avec Léonard à ses côtés, ça l'a aidé, mais on peut pas le forcer à devenir comme Kawhi. C'est impossible. Anunoby restera Anunoby. Peut-être qu'il va... Alors oui, certes, des fois on voit certains moments où on semble déceler ce petit truc qu'avait Kawhi et que Anunoby a pu récupérer durant ses entraînements avec lui. C'est une certitude. Maintenant, moi je préfère que Anunoby se fasse tout seul, qu'il se fonde dans une véritable idéologie, dans une véritable stratégie purement Raptor, ce que Kawhi n'avait pas forcément fait puisque voilà, il est resté qu'une année, donc c'est compliqué de préciser. Mais voilà. Et puis en plus quand on voit, voilà, forcément, puis comme tu disais Alex, c'est pas le joueur qui prend le plus de 3 points, ni même celui qui prend le plus de tirs, donc forcément quand il en rate on le remarque, mais je pense que des fois moi je suis bien content quand même de l'avoir en défense pour on va dire rattraper. Je pense qu'il y a un bon équilibre entre ce qu'il peut rater et ce qu'il peut réussir en défense, et je sais que moi je défends énormément tout ce côté du retour à la défense en NBA. J'aime bien quand les joueurs se donnent à fond sans faire de fautes, en faisant attention à ce qu'ils font. Donc voilà, je pense qu'Anunoby il a tout pour réussir, il a tout pour bien évoluer, il a tout pour rester en titulaire chez les Raptors. Maintenant, il faut, je pense, mesurer nos critiques, même si elles sont très largement recevables. Il faut juste que maintenant on se laisse porter par la vague Anunoby et qu'on en devienne rapidement fan. Je pense que ça sera une chose à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Richard, fan ou pas de OG Anunoby? Fan, le profil de joueur très défensif, ça j'adore. Et là-dessus, au niveau de l'irrégularité, il y a un truc que je remarque par rapport à l'équipe, c'est que on n'a pas de joueur qui met 12 points tous les soirs, 12-15 points tous les soirs. C'est même Siakam, il fait des pointes à plus de 30 points, mais ça lui arrive très souvent d'avoir du mal à passer les 15. Lowry, c'est pareil. Limite, la seule stat dans toute l'équipe qui reste constante, c'est les passes de Lowry. C'est le seul truc que je vois qui est quasiment toujours au même niveau, à 2-3 passes frais, qui est quasiment toujours pareil. Donc ça m'inquiète pas trop, mais là, ce qui me rassure surtout pour lui, c'est la défense, quoi. Là-dessus, c'est sûr qu'il a pris de Kawhi, il lâche rien, et c'est comme toute l'équipe. Je trouve qu'il est à l'image de l'équipe. Il lâche rien en défense. En attaque, il y a des coups où ça va pas, mais il se rattrapera sur la défense. Et s'il peut jouer un petit coup, comme tu as dit, petite interception, Lowry qui lui balance le ballon de 2 points, c'est toute l'équipe joue. Je trouve que toute l'équipe joue comme ça. Donc là-dessus, ça me choque pas et ça nous laisse voir une marge de progression offensive qui peut être assez énorme pour le futur. Et moi, pour conclure un peu sur OG, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il est très dépendant du collectif pour inscrire ses points. C'est pas un joueur qui va prendre la balle en ISO et aller se créer son shoot. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut pas le comparer à Kawhi parce qu'il n'a pas son jeu à mi-distance, il n'a pas encore le handle pour se créer des tirs lui-même. On le voit dans ses pénétrations, des fois, s'il peut pas aller, s'il n'a pas une ligne droite pour aller au panier, la plupart du temps, il va pas crosser son défenseur ou quoi que ce soit. C'est vraiment avec son physique qu'il arrive à aller au panier. Son dribble est parfois un peu encore, pas parfait, quoi. On voit, il va perdre des balles sur un dribble ou des choses comme ça. Et il est très dépendant du collectif. Mais par contre, quand il est servi sous le panier ou il est inarrêtable. Car il a un physique hors norme. Pour moi, il est même plus puissant que Kawhi. Niveau physique, OG Anunoby est vraiment impressionnant. Après, oui,
il faut lui laisser le temps de progresser. S'il travaille à l'image d'un Siakam, pareil, il avait pas un handle exceptionnel avant, il a vraiment progressé là-dessus. Pour moi, si on lui laisse 1 ou 2 saisons pour être plus sûr dans son dribble, là, on pourra vraiment voir quelque chose d'intéressant. Mais après, s'attendre à ce qu'il devienne Kawhi, c'est un rêve pour moi. C'est pas possible. Il sera jamais Kawhi. Mais s'il arrive à devenir un joueur régulier à 15 points, j'aimerais un peu plus de niaque au rebond. Je sais pas, je pense que c'est un truc que tout le monde partage. Des fois, ça revient sur sa nonchalance, mais on aimerait le voir plus, je sais pas, plus impliqué dans ce secteur-là. Quand il est vraiment bon. On l'a vu, je sais plus dans quel match, il allait chercher 4 ou 5 rebonds offensifs. C'était vraiment intéressant. Mais oui, après, ça par contre, son état d'esprit, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut changer. C'est un peu un personnage, OG aussi, on l'a vu dans le dernier épisode de Mafouzi Style avec Serge Ibaka. Il a sa personnalité à part. Il est un peu dans son monde. Il faut 25 questions pour arriver à faire 3 minutes d'interview. Mais OG, il est comme ça, c'est OG. Voilà, je sais pas si vous avez un truc à ajouter là-dessus, mais je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour d'OG. C'est la fin de ce premier quart-temps. On va passer au deuxième quart-temps. C'est parti, deuxième quart-temps. Donc revenons sur les 2 premières soirées de ce All-Star Weekend. Pour commencer, est-ce que quelqu'un veut dire un mot sur le Rising Star Challenge? Il n'y avait pas de joueur des Raptors malheureusement, sans Terence Davis. Bon, dans cette Moi, j'appellerais ça une parodie de basket, car c'est un peu un concours de dunk et de tir à 3 points. Il n'y a pas grand-chose d'autre. L'équipe du monde a été devant pendant 3 quarts temps avant de s'écrouler carrément en 4e. Cette année, il n'y a pas vraiment... Habituellement, il y a toujours un joueur qui fait un gros carton dans ce genre d'événement, un joueur qui tape 40 points ou 45. Et cette année, c'était un peu différent avec Miles Bridges qui a été élu MVP en marquant 20 points. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de... Quelqu'un veut prendre la parole sur ce Rising Star Challenge? Il y a R.J. Barrett aussi qui a mis 27 points. On n'en a pas trop parlé parce qu'ils ont perdu, mais il a fait quand même une assez belle performance. On a moins vu Doncic dans ce match, alors que c'était normalement la star de cette équipe. Maintenant, voilà, c'est comme tu l'as dit, Mike, c'est une parodie de basket. Ça finit à 150 points pour une équipe, 130 pour l'autre. Il n'y a pas de défense. Il y a à la fin les 2 dernières minutes, ils se font un dunk contest entre eux pour essayer de faire un dunk de Zion. Enfin, j'ai un peu regardé, mais sans plus. Voilà. Maintenant, moi, c'est un peu je pense, la plupart des gens ne regardent pas ce match-ci. C'est pour ça que c'est le vendredi soir et c'est surtout sur les concours et sur le match de ce soir que les gens sont devant leur poste de télévision. Pour rapidement revenir, je pense que c'est un peu une critique qu'on fait un peu généralement est-ce que les gens demandent, on va dire plus généralement au All-Star Weekend, c'est d'essayer d'évoluer, de faire un peu changer le format, d'essayer de rajouter des choses, etc. Le problème, c'est que c'est fait par petites doses et surtout à des endroits où on s'en fout. Je veux dire, ils ont rajouté une ligne à 4 points pour le Celebrity Game. Alors, je suis désolé, hein, le Celebrity Game, quand j'ai vu les rosters, déjà, je m'en tamponnais sec. J'ai vu les scores, j'ai dit, ça devait être un concours de parpaings et de mecs. C'est des mecs qui viennent se montrer. Enfin, on voit toute l'année des séances perso avec Drake, avec Cavo et tout, qui jouent, qui se la mettent et ils ont du handle et tout. Enfin, ça veut dire que ça joue. Et je prends plus de plaisir à regarder 30 secondes d'une vidéo de Drake sur son Instagram en train de jouer avec les autres rappeurs, en train de se la mettre un petit peu et tout, que de voir alors je dis pas que ils ont rien à y foutre là, hein, les stars qui étaient là, ils ont sûrement 1000 raisons d'y être. Ça m'est égal un petit peu, mais je pense le Celebrity Game, je pense qu'il sert de plus en plus à rien. Je prends de moins en moins de plaisir. La ligne à 4 points, c'est dommage qu'elle soit pas introduite justement dans une des compétitions, à dire que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. Enfin voilà, qu'on essaie de rajouter ça. Mais en tout cas, je trouve ça un peu dommage. Je pense que Bridges, il mérite quand même, parce que je pense que sa ligne c'est 20 points, mais derrière il prend 5 rebonds, il fait 5 passes et c'est 3 interceptions. Donc je pense que c'est plutôt pour le côté. Alors je sais pas, hein, j'ai pas très bien regardé. Je pense que c'était ça, mais je pense que c'était plus pour le côté complet de sa ligne de stats, qui peut paraître un petit peu étonnante au vu de la composition et de du match. Mais sinon, on va dire que j'ai regardé sans pour autant prendre un pied monstre, ça m'a pas dérangé. Ça m'a fait assez sourire quand on a vu le petit moment entre Trae Young et Doncic qui met un 3 points du milieu de terrain pour question il temporise, il sait qu'il va le faire.
il le fait. Voilà, c'est pour des moments comme ça plus que je regarde, ou c'est des moments qui sont un peu drôles parce que derrière ça revient beaucoup sur internet, ça devient vite viral. Donc voilà, sinon au-delà de ça, pas déçu, mais pas non plus, j'avais pas des attentes monstrueuses non plus. Ouais, t'as tout dit, Victor. Je n'ai absolument pas regardé, il était hors de question que je me lève. J'ai bien fait, quoi. Le lendemain matin, je vois les réseaux sociaux et puis je vois Doncic qui plante son 3 points du milieu de terrain sur Trae Young. Ils sont morts de rire, etc. En mode cours de récré, genre t'es pas capable de tirer d'ici et de le mettre. Bon, bah oui. Et puis je scrolle encore un petit peu, puis je tombe sur le panier penché après le dunk de Zion. Bon, clairement, c'était les deux trucs à voir et ça valait pas la peine de se lever à 2h du matin pour ça. C'est dommage, mais bon, c'est un petit peu dans l'ensemble du week-end du All-Star Game. Tu disais, Victor, que certaines stars étaient plus là pour se montrer qu'autre chose. Je pense qu'on va pouvoir en parler aussi au niveau du concours de dunk. C'était un peu ça aussi. Après, bon, le match des jeunes, ça fait 10 ans que c'est comme ça, que ça a pas changé. Où, bah, on a un match, on a une parodie de match où ça fait que tirer, ça défend pas, et où à la fin, une fois que le score est plié, ça se transforme en concours de dingue. Donc, bah, c'est un peu, c'est habituel, quoi. Donc, faudrait voir avec les joueurs. Et là-dessus, on a l'exemple du All-Star Game de la Jeep Elite où il y a 2 ans, ça a fini un score cumulé qui avait presque touché les 300 points, qui a même dépassé les 300 points, où il y a eu que des tirs à 3 points, 0 défense et tout. Et là, cette année, avant le All-Star Game, ils sont allés voir les joueurs avec les coachs. Ils se sont réunis, il y a eu une volonté des dirigeants et aussi des joueurs, même eux, parce qu'ils n'avaient pas l'impression de faire un match de basket. Et ça a donné un match cette année avec de la défense, où deuxième, troisième quart-temps, ça se relâchait un peu, mais on avait un match de basket. Et voilà, en plus, il y a eu une prolongation arrachée sur un 3 points au buzzer pour le spectacle. Ça a tout montré. Et c'était celui-là, je l'ai regardé, j'ai adoré. Enfin, on avait un match qui se transformait pas en parodie, et j'espère que la NBA, alors, on les voit, il y a quelques liens. Cette année, il y avait, pour l'ambiance, c'était d'une des salles NBA, je sais plus de quelle salle c'était, qui s'occupait de la sono et des effets. Donc, ça montre qu'il y a un lien. Et j'espère que la NBA l'a vu, va s'en rendre compte et va essayer de faire quelque chose. Parce que déjà qu'il y a une semaine de pause, là on a vu les joueurs étaient déjà présents à s'échauffer et tout et hier. Donc voilà, ils sont présents, ils peuvent très bien faire une réunion avec les coachs et tout. Et j'espère que quand on a vu la compo de Giannis qui a fait une équipe d'underdogs, en plus il y a de Raptors, c'est quasiment que des gars qui sont d'abord basés sur la défense. Donc j'espère que là-dessus ça va, parce que c'est par la défense que le match il va devenir intéressant. C'est pas juste par la qualité de shoot, les systèmes d'attaque et tout, c'est vraiment la défense, faut qu'elle soit présente et ça relancera le match. Moi je pense que ça peut changer et que ça va changer. Là-dessus je suis plutôt optimiste. Je sais pas comment ça va se faire, mais je pense que ça va. Très bien, on va y revenir juste après sur le match qui a lieu ce dimanche soir. Juste parlons avant d'une soirée moi qui m'a bien surpris avec les concours. Bon, cette année c'était vraiment bien à souligner. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, ça a commencé doucement avec le Skills Challenge. Pascal qui a perdu contre le vainqueur Adebayo, mais qui bat Pat Beverly au premier tour. D'ailleurs, les meneurs ils ont pas vraiment flambé cette année. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais surtout, ce qui a été vraiment intéressant, moi j'ai vraiment bien aimé, c'est le concours à 3 points qui a eu du suspense jusqu'à la fin. Et on va également revenir sur ce concours de dunk avec la petite polémique à la fin. Qui c'est qui veut commencer sur cette soirée des concours? Vas-y, Victor. Je pense que ça fait beaucoup réagir toujours les concours parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Je vais essayer de résumer un peu par concours pour être plutôt concis. Skills Challenge, je trouve que plus ça avance, plus ça perd de son authenticité et de son intérêt. Il y a un reproche que j'ai trouvé très drôle, c'est Pat Beverly, où beaucoup disaient le mec participe à un concours de skills, mais il a oublié qu'il fallait des skills justement pour y participer. Je trouvais ça très drôle, mais c'est vrai quoi. J'ai l'impression que des fois on invite des gars pour les inviter parce qu'on a besoin de montrer un petit peu leur intérêt dans l'histoire. Je trouvais ça un peu dommage. Je trouve que c'est le concours qui mériterait la plus grosse refonte, réforme, on va dire, en termes de choses à faire. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à changer et à développer, parce que je pense que c'est un concours qui peut être intéressant. Après, le concours à 3 points, c'est toujours intéressant. Là, je pense qu'ils avaient ajouté des nouvelles distances ou des nouvelles positions. Je sais plus très bien, mais en tout cas, voilà, ça avait été intéressant. Puis on sait très bien quand dans la NBA moderne, avec les shooters, on va dire de plus en plus spécifiques, ça devient toujours très intéressant. Et il suffit qu'on en ait 2 qui flambent sur les quelques joueurs, que tout de suite, ça ajoute ce petit côté duel ou parfois duel 1-1-2.
voire le côté voilà trio qui veut se battre pour l'avoir. Puis là cette année en plus on a eu un buddy un petit peu chaud qui gagne sur le dernier tir, donc là c'est vraiment le côté cool. Donc voilà. Puis après le concours de dunk, j'ai trouvé ça assez intéressant, on va dire moyenne haute, mais petit côté on va dire qui m'a un peu saoulé, beaucoup de riders, c'était pas si original que ça. On va dire si la seule originalité de son concours c'était dunker sur la tête des gens, bah ouais ok d'accord, mais bon je m'attendais à autre chose. Voilà, plutôt content, enfin des gagnants, pas de surprise particulière. Voilà, le ski challenge gagné par Bam, voilà ça montre aussi voilà le côté peu original du concours, même si Bam le mérite, y a pas de souci. Le concours à 3 points, bah là c'est on peut pas non plus trouver 1000 façons de le réformer, mais ça reste toujours un concours intéressant. Concours de dunk, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de vol non plus. S'il fallait faire un petit commentaire sur le dunk, on va dire sur Taco de Aaron Gordon, enfin faut être lucide et respecter un petit peu la hiérarchie de qualité des dunks. Enfin, il écrase la tête, Taco il baisse la tête, donc il lui écrase dessus. Enfin, c'est au niveau de la finition, c'est pas si joli que ça. Alors ouais, ça peut paraître impressionnant, bref. Donc voilà, en gros ce que j'en pense. Il y a plein de choses à changer. Je suis sûr qu'on peut trouver un intérêt à relancer ces concours, parce que je pense que c'est un truc intéressant dans le All-Star Weekend. Il faut le garder, il faut le mettre en avant, et je pense que Adam Silver aurait la bonne idée de s'y mettre assez rapidement en nommant une petite équipe de joueurs, d'anciens joueurs à mettre sur le tas pour bosser là-dessus. Moi, vis-à-vis du concours à 3 points, je pense qu'il y a des joueurs qui ont des plus gros pourcentages, qui auraient pu être invités, des légendes qui sont encore en activité. Je pense qu'il faut plus de choix. 5-6 joueurs, on voit même Trae Young, c'est bien Trae Young, mais c'est surcoté. Tape 15 points sur le concours. Pour moi, à part Zach LaVine, il a rien à faire au concours à 3 points non plus, même s'il fait un beau parcours, il met 23 points. Maintenant, il est sorti au profil du joueur de Washington, je sais plus le nom. Pour moi, il avait sa place plutôt de l'autre côté au concours de dunk, avec Aaron Gordon pour faire un petit duel du All-Star de 2016 à Toronto. Maintenant, j'ai trouvé aussi que c'était le manque d'originalité, faire peut-être participer les mascottes comme ils avaient fait à d'autres interventions. Peut-être qu'aussi au niveau du skill challenge, mettre un homme, un vrai homme plutôt que des plots pour tourner, pour qu'il y ait des dribbles, pour qu'il y ait quelqu'un à dribbler, il y a quelque chose, je pense, à faire au niveau de ces concours. Maintenant, c'est quand même une belle pour moi le concours de dunk est quand même une réussite par rapport à celui de l'an passé, parce que l'an passé c'était tout le monde mettait son dunk au 3e essai. Ici il y a eu quand même pendant 5-6 dunks d'affilée, les dunks qui sont rentrés au premier essai, à la première tentative. Donc, et normalement, ça devait, je pense, s'arrêter en finale après 3 dunks. Les 2 participants ayant eu 50 à chaque dunk ont voulu encore continuer. Donc, il y avait quand même du positif sur ce concours. Maintenant, moi, pour revenir sur la polémique, pour moi, Dwayne Wade n'a rien à faire en tant que juge s'il y a un joueur des Miami Heat qui fait partie du concours, tout simplement. Faut pas mettre des joueurs qui ont fait toute leur carrière principalement, même s'il n'a pas fait toute sa carrière là, juger des anciens coéquipiers ou partenaires ou autres. Donc voilà, il y a 30 franchises NBA. Peut-être que quelqu'un des Grizzlies ou quelqu'un de Sacramento ou des petites franchises pouvait faire part peut-être du jury. On a voulu faire venir Dwayne Wade parce que c'est Chicago et que c'est l'autre endroit où il a joué. Mais voilà, pour moi, pour ne citer que lui, il n'avait rien à faire là. Mais voilà. Moi, pour revenir sur les concours, pareil, je vais faire séparément. Je suis d'accord pour le skill challenge, c'est celui qui mérite la plus grosse refonte. Faire autre chose qu'un simple slalom entre des plots, par exemple, forcer à faire quelques dribbles, imposer avant le début du parcours, je sais pas. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a moyen de rendre ça un petit peu plus intéressant. En ce qui concerne le concours à 3 points, c'est difficile d'ajouter des choses. Alors oui, ils ont rajouté 2 spots à 30 pieds, je crois, du panier. Donc c'était pas mal. On a vu que ça déclenchait une petite, très légère émotion dans le public quand ils arrivaient à rentrer ces shoots-là. Juste, Maxime, je voulais revenir un petit peu sur Trae Young. Je pense pas qu'il soit surcoté. Oui, il est passé au travers de ce concours à 3 points, clairement. C'est même bien dommage parce que ça aurait pu rajouter un intérêt. Il était quand même extrêmement attendu dans ce concours. Ça aurait pu augmenter le suspense, la tension
et le summum du final. Maintenant, pour moi, le moment le plus gênant de la soirée, ça a été le concours de dunk. Je commence par où? Par les membres du jury. Les deux célébrités, là, l'acteur et le rappeur, ils ont rien à faire là. Qu'est-ce qu'ils foutent, juge d'un concours de dunk? Je suis désolé. C'est encore une fois, on revient sur le même problème, c'est de se montrer, quoi. C'est le week-end du All-Star Game, donc on vient là pour faire un peu sa com, sa pub. Aaron Gordon qui va chercher les filles de TikTok pour les faire danser au milieu de terrain pendant qu'ils dunk. Aucun intérêt. Où est la créativité là-dedans? Donc après, il se sent lésé sur le trophée. Pour moi, c'est pas extrêmement choquant. J'ai été plus emballé par les dunks de Derrick Jones Jr. tout du long du concours. Maintenant, oui, les axes d'amélioration, tu rates ton dunk à la première tentative, c'est fini. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'être impartial. T'as une tentative et basta. T'es pas influencé par la qualité du dunk. Ah bah oui, il l'a réussi à la deuxième fois. Bah oui, mais le premier, il l'a raté. Et pourtant, ça arrive à avoir des 50 ou pas loin à la deuxième tentative. Donc, pour moi, ça éviterait toute polémique. Et puis les jurys, quoi, je sais pas. Il y a que moi que ça a choqué de pas voir Vince Carter en jury, par exemple. Exactement. Ça aurait pu, par exemple, surtout on l'a pas encore vu du week-end et on le verra, je pense même pas. Ce qui est un peu dommage par rapport à l'an passé où justement on avait vu D-Wade et Dirk. Maintenant, peut-être qu'on aura la surprise, mais je commence à ne plus m'y attendre. Ouais, là-dessus, de pas avoir Carter, c'est super dommage. Avec Wade et Dirk l'année dernière, on s'attendait à ce qu'il y allait y avoir quelque chose. Sauf que après, si on regarde un peu plus attentivement, c'est les joueurs, le joueur le plus vieux de la NBA à part Carter, ça va être LeBron. Il y a pas, je crois qu'il y a un creux où alors S comme West. Donc après, si tu mets Carter, tu mets qui en face? Même de la même conférence. Est-ce que tu peux mettre en face? C'est pour ça que le concours de dunk ça aurait été une bonne solution, mais lui il voulait pas, ça reste son choix. Mais par contre en jury à la place de Wade, ça aurait été le meilleur choix, je pense. Parmi le jury du concours de dunk, pour moi, tu mets que des anciens vainqueurs. Ouais, ça peut être ça fait un passage de témoin. D'autant plus qu'on s'en fiche de les renouveler tous les ans. Enfin, à la limite, que quelqu'un soit juge 3 ans d'affilée, je m'en fous. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'il faisait avant. D'ailleurs, il y a toujours eu des anciens dunkers qui étaient là pour juger. C'était beaucoup plus logique. Et je reviens sur ce que tu disais, Alex, par rapport aux premières tentatives, deuxième tentative. À l'époque de Vince Carter, quand il gagne son concours de dunk, c'était une tentative. Tu rates ton dunk, tu es noté sur le dunk que tu viens de faire. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de mérite. Et clairement, hier, il y a des dunkers qui, au bout de 3 tentatives, ont eu 50. C'est pas possible. Devrait y avoir une règle. Tu rates au premier coup, t'as pas 50. C'est pas possible. C'est ça que pour éviter la polémique, déjà, au final, avec de Aaron Gordon et tout ça, moi, je trouve que déjà le premier dunk de Jared Jackson, il est déjà mieux coté que Pat Connaughton qui a réussi du premier coup, qui a sorti la casquette, le t-shirt, comme quoi White Man Can Jump. Voilà, White Man Can Jump, ouais. Exactement. Je trouve qu'il a été un peu plus inventif et il méritait déjà une meilleure note à ce moment-là. Au final, il lui manque un seul point passé en finale et la finale, on aurait évité toute polémique si c'était pas de Connaughton qui était en finale. C'est clair. Je pense qu'on est tous d'accord de toute façon que le jury hier c'était du grand n'importe quoi. Quand on voit que Dwight Howard à 49 juste parce qu'il a mis une cape et a refait le Superman avec Jameer Nelson, honnêtement c'était du foutage de gueule, faut dire ce qui est. C'est ça. Ouais, et puis dans l'ensemble du concours sur les réseaux, moi j'en ai vu beaucoup comparer ça à un concours de saut-mouton. Et c'est vrai que sur je sais pas combien il y a eu de dunk dans la soirée, il y en a, 65% c'était de sauter par-dessus des gars. Ouais, c'est vrai. Ça va une fois, deux fois, mais au bout d'un moment. Je trouve que le seul qui justifie de l'avoir fait 2 fois, c'est celui du Derrick Jones. Derrick Jones, qui passe le premier en rider où il récupère le ballon entre les jambes, il claque le dunk, et celle d'après, tu te dis, il va refaire la même chose. Non, le mec, il balance le ballon contre la planche, et il le récupère dans la jambe. C'est le seul où je trouve qu'il y a un intérêt à l'avoir fait 2 fois en passant dessus quelqu'un. C'est je le fais, je change un truc, et puis voilà, ça s'arrête là. Aaron Gordon, tous ses dunks, il les a fait en passant dessus quelqu'un. À force, ça a Non, pas le plus beau. Le plus beau, justement, il passe pas au-dessus de quelqu'un quand il fait sa rotation, en fait. Là, il passe au-dessus de personne, et celui-là, il a recommencé une deuxième fois. Pour moi, c'est le dunk que je retiendrai de ce concours. C'est où il prend la balle d'une seule main, il fait une rotation à 360 et il tape le dunk. Pour moi, celui-là, il méritait
qui gagne le concours sur ce dunk-là, je pense. C'était le plus beau dunk du concours, là-dessus, il n'y a pas photo. Du coup, pour rebondir rapidement sur ça, au niveau des dunkers, etc., des possibilités dans le jury, je pense, alors si je me trompe pas, que Nate Robinson a pointé le bout de son nez au Celebrity Game, ce qui montre que ils sont capables de faire venir des anciens joueurs, etc. Nate Robinson a été 3 fois, a remporté 3 fois le Slam Dunk Contest. Donc ça montre que ils sont en capacité de ramener des gens, de ramener des anciens dunkers, des anciennes stars qui ont réussi à ces concours-là. Après, je demande pas non plus qu'on ait un jury 100% dunker, 100% parfait. Mais c'est vrai que là, quand j'ai vu le jury hier, j'ai fait, j'étais un peu pas si emballé que ça. Quand je vois que Dwayne Wade note un ancien de Miami reconnu pour ça, note un ancien joueur, note un joueur du Miami. Bah, je dis pas qu'il est pas impartial, hein. Je dis pas, hein. Mais ça peut encore créer du drama sur les réseaux et malheureusement, c'est de ça qu'on va parler plus que du reste. Bon, après, quand on voit le reste, on n'a pas forcément envie de parler. Après, je pense que comme on en parle, on peut trouver ça très pessimiste. On peut trouver ça, enfin, j'ai l'impression que comme on en parle comme si c'était le dernier des concours à regarder, que c'était horrible et tout. Je pense que c'était un très bon concours par rapport à ce qu'on a vu avant. Maintenant, je pense que on est arrivé au point où c'est bon. Allez, il faut passer à autre chose. Il faut que les concours soient remodelés, qu'on trouve d'autres choses à faire, des petits trucs. Alors, comme on a dit, le concours à 3 points, c'est difficile de le réformer, mais qu'on essaie de trouver des solutions, des choses à faire, etc. Même si c'est pas l'endroit le plus intéressant. Le concours de dunk, je pense qu'il y a quelque chose à faire, voir ce qu'on peut faire, si on peut revenir sur d'anciennes versions, comme tu disais Mike, premier essai, tu rates ou tu rates pas, on s'en fout, c'est noté, point c'est tout. Quitte à éventuellement donner moins de tentatives, peut-être rajouter un joueur dans l'histoire pour essayer de voir si justement la multiplicité des joueurs comparée à la multiplicité justement des tentatives, ça rajoute pas justement, ça force pas les joueurs à créer de nouvelles, à être plus original au niveau du dunk. Donc voilà, puis après le skill challenge, mais ça on en a déjà parlé, ça c'est le premier à réformer, il y a tant à faire, c'est pas le plus impressionnant, je trouve qu'on s'ennuie un petit peu. J'avoue que c'est souvent le truc qu'on dit bah tiens, moi je vais me réveiller à peu près durant le skill challenge pour commencer à regarder les concours. C'est toujours la variable d'ajustement quand on se réveille la nuit. Mais voilà, sinon après j'espère que ce soir on verra autre chose et je pense que après je pense que ce soir il va y avoir des nouvelles règles suite au décès de Kobe, il va y avoir des histoires de cartons gagnés, etc. J'ai absolument pas suivi. Je trouve que c'est vraiment de la mesurette pour rendre hommage, alors que par exemple nommer le trophée MVP du All-Star Game Kobe Bryant, je pense que c'était largement suffisant pour lui rendre hommage. On n'avait pas plus besoin de changer les règles avec les 8, les 24, etc. Peut-être un petit peu trop, peut-être un peu too much, mais sinon dans l'ensemble je me suis pas non plus ennuyé hier. On va dire que c'était pas non plus la folie. Très bien, Victor, tu as fait la transition parfaite. On va terminer avec le match de cette nuit, ce dimanche. Dites-moi un peu quelles sont vos attentes. Est-ce que pour vous, le fait que ces nouvelles règles, on va les rappeler, chaque carton est en jeu et le dernier carton ne se joue pas sur 12 minutes, mais en 24 points avec un score, avec le nombre de points que l'équipe aura de retard sur 3 cartons qui comptera sur ces 24. Est-ce que vous attendez à de la défense on espère un peu, surtout vu l'équipe qui a sélectionné Giannis, comme le disait Richard. Quelles sont un peu vos attentes sur ce soir? À quoi s'attendre? C'est compliqué c'est toujours compliqué de pronostiquer des choses, vouloir certaines choses. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu les bons pronostics sur ce week-end. Je pense que déjà beaucoup ont fait sauter les pronostics à partir du MVP du Rising Star. Donc tout de suite, ça aide pas. Je pense que là tout de suite autre chose, ça va être compliqué de pronostiquer le prochain MVP des finales, MVP du All-Star Game, tout simplement parce qu'on se retrouve avec 10 nouveaux All-Stars, 10 All-Stars qui sont là pour la première fois. Donc déjà ça c'est une bonne stat. Bon, je pense pas qu'on va tomber sur des trucs incroyables ou alors qu'on va tomber sur un outsider. On va essayer de trouver de l'intérêt à ce match. J'espère qu'on en trouvera. Je pense qu'on en trouvera par des séquences intéressantes, etc. Après, on verra bien si les équipes n'ont pas été trop, je sais pas, je pense que c'est Richard tout à l'heure qui disait, il y a des underdogs un petit peu dans l'équipe de Giannis, c'est un petit peu des mecs qui ont peut-être joué sur la défense, qui ont peut-être été un peu chiants à jouer,
vont peut-être pas rendre le match très spectaculaire, mais qui vont peut-être rendre du coup un petit peu son intérêt par sa défense. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, à voir maintenant si par exemple un Gobert va éviter de jouer constamment le alley-oop. Je pense que si Gobert nous joue plutôt de temps en temps vouloir aller contrer du LeBron James, etc., quitte à se prendre le poster sur le visage, on va se dire pas un match qui vaut grand chose. Je suis All-Star, c'est marqué dans mon CV maintenant. Que je prenne le poster au poste, sera pas marqué à côté. Il y aura tout intérêt à essayer de trouver des gars. Je pense qu'Kawhi, il y aura aussi l'occasion lui aussi de montrer que parfois il peut le lock down un joueur comme LeBron James, il est dans la même équipe, mais genre des mecs comme Giannis, etc. Ça peut être intéressant. Donc maintenant, c'est à eux de jouer, comme on dit, c'est aux joueurs de se montrer, en espérant qu'aussi les coachs donnent aussi les armes et les intentions à avoir durant ce match, que c'est aussi les coachs sont pas là pour faire de la figuration. Je pense qu'ils ont aussi un intérêt quand même dans le match. Et comme tu l'as dit, Victor, s'il y a autant de nouveaux joueurs, c'est surtout aux nouveaux joueurs d'influer quelque chose de nouveau sur le All-Star. On va pas demander aux anciens qui sont habitués à venir juste se présenter, à faire le show, à avoir des votes. LeBron James, il est là pour se montrer, pour faire sa performance comme il va faire à chaque fois. Mais les nouveaux doivent se montrer, doivent montrer qu'ils sont là pour être encore là l'an prochain, et peut-être c'est à ces joueurs-là d'influer un nouveau souffle sur le All-Star Game et d'inscrire une défense, d'avoir des bons mouvements et que le match ne finisse pas par un 150 à 140 quoi. Donc et Gobert, peut-être qu'il va inscrire les 3 points, on va peut-être tout voir aujourd'hui, donc on demande à voir. J'en attends rien du tout. Je pense que c'est surtout aux joueurs, comme tu disais Max, notamment aux jeunes, d'insuffler quelque chose à ce match. À mon avis, on peut changer les règles autant qu'on veut, faire des hommages autant qu'on veut. Ça rendra pas le match plus intéressant tant que sur le terrain, ça joue pas un petit peu plus sérieusement. Je leur demande pas d'aller à la guerre et de risquer de se blesser, mais ne serait-ce que de faire quelque chose d'un petit peu plus carré. Ça relancera l'intérêt, je pense, pour eux comme pour les fans. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que je pense que ça doit venir des joueurs. Ces dernières années, on avait beaucoup eu de paroles. Je sais plus quelle année LeBron avait dit ouais, on va te défendre et tout, mais au final, c'est toujours la même chose. Donc pour moi, ça passe beaucoup par l'état d'esprit des joueurs, et en espérant que les nouveaux peut-être amèneront un état d'esprit différent. Peut-être Nick Nurse, mais je suis même pas sûr. Je demande à voir. On verra ça ce soir. Alors juste, moi j'ai vu un tweet sympa, c'est sur ce que devait faire Nick Nurse ce soir. C'est-à-dire, tu laisses Chris Middleton sur le banc tout le match, tu fais jouer Giannis avec Laurie et Pascal Siakam un maximum de temps, et tu fais jouer Embiid pendant 48 minutes pour qu'il se blesse. On prend. J'ai trouvé ça très drôle. Très bien, on prend tous. Allez, ça marque la fin de ce deuxième quart-temps. On va passer à la mi-temps avec quelque chose de nouveau. On sait que Max est un peu le roi des sondages sur les réseaux sociaux. Je voulais revenir par rapport à un sondage qu'il a posté ce jour sur l'avenir de Kyle Lowry. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je voulais rebondir aussi sur un article qu'a écrit Louis Zatman de Raptors Republic, qui faisait un peu le tour des options de Kyle Lowry après la fin de son contrat. Donc lui, il relatait 3 choses. Pour lui, il y avait soit il décidait de rester à Toronto avec un gros contrat dans l'optique où on ne parvenait pas à signer Giannis en 2021. L'autre possibilité, c'était qu'il soit transféré d'ici l'année prochaine chez un gros concurrent qui pourrait avoir besoin de lui pour gagner un titre supplémentaire. Et l'autre possibilité était tout simplement que Toronto n'ait pas assez à lui offrir et qu'il aille signer ailleurs tout simplement au terme de son contrat. Moi, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Pour moi, il y a une 4e option. Ça vient du fait que les Raptors lui ont donné un contrat de 30 millions. Ils l'ont prolongé d'1 an, donc il est encore là jusqu'à 2021. Pour moi, tout simplement, s'ils ont fait ça, c'est dans l'optique de pouvoir le re-signer pour beaucoup moins après et assurer la transition avec Fred VanVleet. Et justement, Kyle Lowry en a parlé durant le All-Star Weekend. Il a été interrogé sur Fred VanVleet et il est allé un peu dans ce sens-là en disant oui, de toute façon, cette équipe est amenée à être l'équipe de Fred VanVleet et qu'il n'a rien contre le fait de faire cette transition. Donc, je voulais passer la parole à Maxime qui va nous donner un peu le résultat de son sondage pour savoir si les fans vont dans ce sens-là. Et ensuite, vous passez la parole à vous pour savoir quel est votre avis à ce sujet sur l'avenir de Kyle Lowry au terme de son contrat en 2021. Je pense que comme on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, Kyle Lowry est pour le moment, depuis le départ surtout de Kawhi, le titre, etc., le départ de DeRozan, il est devenu le visage de la franchise. Donc, les supporters de Toronto
sont très attachés pour la plupart à Kyle Lowry. Et ici, donc dans ce sondage, on remarque bien entendu cela, puisque sur presque 91% des gens, 91% des gens veulent qu'il reste et pensent qu'il va rester. Soit en première option, donc 54% pensent que c'est en transition de Fred VanVleet, comme il a signalé, comme tu l'as dit ici avec les médias pendant ce All-Star Break, et 37% le voient encore titulaire aux Raptors pour sa fin de carrière. Il y a seulement 9% qui le voient aller ailleurs, soit viser un titre ou dans une petite franchise terminée en fait. Donc voilà, moi je signe tout de suite pour qu'il fasse la 4e option pour laquelle tu viens de parler et pas de départ. Je pense que le départ de DeRozan a déjà fait tellement de mal à beaucoup de fans qui sont raccrochés à son meilleur pote que ça ferait mal encore à la franchise de perdre ce visage. Alors moi personnellement, je supporterais pas un départ de Lowry. Là, Masai, je supporterais pas du tout. Même si c'est pour Giannis, ça ferait trop mal au cœur. Il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que maintenant, Kyle Lowry est un champion. Il a une bague, il a cette ligne à son palmarès. Donc la tentation d'aller ailleurs pour remporter un titre devient inférieure à ce qu'elle aurait été s'il n'avait jamais réussi à en remporter un avec les Raptors. Je trouve que s'il y a bien un joueur qui incarne ce côté seul contre tous face aux autres franchises américaines et l'état d'esprit canadien et la fierté de Toronto, c'est bien Kyle Lowry. Je le vois assez mal prendre la place sur un banc avec très peu de minutes juste pour faire partie d'une équipe qui va faire un run de playoff. Je le vois bien rester jusqu'au bout, oui, à Toronto. Après, toujours pareil, on sait très bien que l'argent va rentrer en ligne de compte à un moment donné, mais je pense qu'il a un état d'esprit assez clair pour lui de rester à Toronto. Victor, pour conclure cette mi-temps? Je pense qu'il va être important de prendre en compte non seulement les sous, mais évidemment le fait qu'il est champion. Maintenant qu'il est champion, il peut se permettre de dire bah voilà, je vais prendre un petit peu moins et je vais rester pour assurer le coup. Maintenant, moi je le vois bien rester un petit peu pour continuer à assurer la transition avec Fred, éventuellement pour rentrer dans le fameux plan de Masai qui est de signer Giannis en 2021. Je pense que Kyle Lowry c'est un peu ce grand frère, c'est un petit peu ce jeune papa dont on a besoin pour attirer un mec comme Giannis qui a quand même besoin d'encadrement, pas dans le terme du niveau évidemment, hein. Giannis son jeu parle pour lui-même, mais il a besoin d'avoir quand même des mecs à côté qui sont prêts à pousser des gueulants, parce que est-ce que Giannis en arrivant en 2021 sera le joueur qui saura non seulement sur le terrain montrer le niveau à avoir pour le collectif, mais aussi gueuler quand ça va pas, quand on a pris 10 points dans les gencives et que on n'arrive pas à avancer, qu'on a l'écart à rattraper, est-ce qu'il se sentira prêt? Et je me souviens qu'il y avait eu un article, je ne sais plus qui c'est qui avait fait ça, mais il y avait eu un article qui était sorti à l'époque où Kawhi était arrivé aux côtés de Kyle Lowry, et ils expliquaient que Kawhi montrait la voie dans le jeu et que Lowry s'occupait de gueuler, et que c'était en fait cette division du travail permettait aux deux de trouver une place de leader à deux endroits différents, mais deux endroits très très importants l'un et l'autre. Donc je pense que Giannis, il va être quand même il va tilter sur ce genre de détails. Je dis pas que c'est le détail qui va le faire signer ou le détail qui va prendre en compte le plus, évidemment, hein, il y a l'argent et plein de choses encore, mais je pense que Lowry, au-delà de tout, a quand même cette aura chez les Raptors que Giannis, je pense qu'il se sentirait peut-être plus à l'aise de connaître déjà Kyle Lowry, de dire voilà, j'arrive avec un mec qui lui sait déjà comment ça se passe dans la franchise, a déjà poussé des gueulantes, a déjà joué aux côtés d'un joueur qui lui montrait que c'était pas lui le vrai patron, hein. Kawhi a longtemps été le patron pendant un an, voilà, maintenant on sent que tout doucement Masai a préparé le terrain, il a fait sortir VanVleet de je ne sais où, il a sorti un Pascal qui est devenu All-Star. Lowry a tout intérêt à rester, après c'est sûr qu'il peut partir, c'est une certitude même, je pense qu'il y a plein de franchises qui seraient prêts à accueillir un vétéran comme lui. Maintenant voilà, il faut faire la paire des choses. C'est tellement nébuleux comme situation que maintenant, voilà, je pense que ça sera avec beaucoup de plaisir qu'il re-signera, mais je pense que ça sera pas non plus avec beaucoup de rancune
que Masai pourrait le laisser partir en tout cas. Plus, moi, je trouve qu'on va rater en tout cas la sortie de Vince Carter. Il ne sera jamais revenu. De Rozan ne reviendra probablement pas. Donc, si on a envie quand même qu'une de nos légendes termine bien sa carrière et finisse avec une belle histoire chez les Raptors, on peut espérer que Kyle Lowry arrête sa carrière chez nous. Eh bien, ceci conclut parfaitement cette mi-temps. On va passer tout de suite au troisième quart-temps. Pour ce troisième quart-temps, nous allons parler un peu du marché des buyouts, même si les Raptors n'ont pas, a priori, beaucoup de marge de manœuvre. Donc le marché des buyouts, bien sûr, c'est les signatures des joueurs coupés, les signatures possibles. Pour rappel, Toronto devra donc se séparer d'un joueur s'ils veulent en signer un, car le roster est complet actuellement. On aurait pu penser à couper Stanley Johnson, mais il dispose d'une player option à 4 millions pour la saison prochaine. Et je pense que tous ici, on le voit mal ne pas l'accepter, ne pas la prendre, cette player option, vu qu'à mon avis, il n'ira pas chercher 4 millions ailleurs. Donc voilà, il resterait Malcolm Miller éventuellement qu'on pourrait couper. Il a une qualifying offer pour la saison prochaine, mais à mon avis, il y a peu de chances qu'elle soit prise par les Raptors. Qualifying offers, pour rappel, c'est si on le signe la saison prochaine, il deviendra unrestricted free agent au terme de la saison 2021. Ah non, c'est une bêtise de ma part. Il est unrestricted free agent au terme de cette saison et en fait, on pourrait le signer dès cet été. À hauteur de ce que lui propose une autre équipe en fait. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, j'ai fait un petit peu le tour des joueurs qui avaient été coupés et des joueurs susceptibles d'être coupés. Je vais vous donner une petite liste. Donc, les joueurs qui ont été bought out, pour dire au passé en anglais. Donc, il y a Ryan Anderson, Trey Burke, Tim Frazier, Jeff Green, Tyler Johnson, Nene, Iman Shumpert, Isaiah Thomas, Dion Waiters. Et parmi ceux qu'on pourrait éventuellement penser qui pourraient obtenir un buyout d'ici la deadline des buyouts qui est en mars, il me semble, on a Kyle O'Quinn des Sixers, Matthew Dellavedova, Tristan Thompson, Solomon Hill, Bismack Biyombo, Wayne Ellington, Maurice Harkless, Courtney Lee, John Henson, Reggie Jackson, Brandon Knight, Marco Bellinelli, Allen Crabbe ou Evan Turner. Voilà, ça c'est une liste, ce sont des suppositions. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire sur ce marché-là? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir, un secteur à renforcer, ou est-ce que, comme à l'image de la trade deadline, vous gardez le même effectif? Moi, je bouge rien dans l'immédiat. On n'a rien fait à la trade deadline, alors que la trade deadline peut toujours donner peut-être des meilleures opportunités que ce marché des buyouts. Donc, moi, je ferai rien. Maintenant, dans la liste que tu as dit, il y a des joueurs. Moi, il y a un joueur qui m'intéresse, mais peut-être pour la saison prochaine parce qu'il est free agent. Moi, j'en ai déjà parlé. C'est Tristan Thompson. Je pense c'est un bon backup en pivot au cas où on devrait perdre Marc Gasol ou Serge Ibaka qui arrivent tous les deux en fin de contrat chez nous. Voilà. Et au niveau de son salaire, il est beaucoup plus attractif que ceux des deux gros que je viens de citer. Donc voilà. Pour moi, c'est le seul joueur qui m'intéresserait dans ce que tu viens de donner là. Je pense que dans tous ceux qu'on a cités, il y a quelques noms qui sont intéressants. Après, encore une fois, il faut faire un petit peu l'inventaire des besoins. J'extrapole évidemment en disant tout ça. De quoi aurait besoin nos Raptors? Est-ce qu'on a besoin de shooting? Peut-être. Donc éventuellement voir du côté des shooters à 3 points, éventuellement du sortie de banque qui pourrait mettre 1 ou 2, 3 points. Tu vas prendre 2 tirs à 3 points, il les rentre. Tout de suite, ça te fait 6 points pour attraper un écart un peu à la con. Ça pourrait être une idée. Alors j'ai pas les noms là, mais par contre, on parlait d'un Benelini, ça pourrait être quelque chose. Après, c'est encore une supposition, mais bon, je pense pas que ce soit non plus la meilleure option, bien évidemment. Mais bon, c'est quelqu'un qui connaît la maison puisqu'il y a déjà joué. Dans mon idée, je pense que, encore une fois, c'est que des suppositions. J'aime pas trop, parce que je trouve que notre effectif est plutôt intéressant, mais il nous manque peut-être un joueur qui crée, un joueur à la main. Donc là, la question c'est, est-ce qu'un Isaiah Thomas, au vu du trou dans lequel il est-ce que ce serait pas intéressant de le sortir et de lui dire, voilà copain, écoute-moi, on va être sympa avec toi, on te ramène chez les Raptors, tu sais très bien que tu vas jouer les playoffs, t'as une place de 3e meneur, tu vas pas beaucoup jouer, mais il y a des fortes chances que si un petit blessé un peu à la con comme Kyle Lowry a pu se blesser à la main, etc., il se peut que t'aies ta chance et que tu finisses vite backup, sortie de banc, à devoir driver une seconde unit avec du Norman Powell, avec du Serge Ibaka, etc. Là, est-ce que avec une équipe de ce niveau-là, Isaiah Thomas se dirait pas, ah ouais, effectivement, ça peut être intéressant, et est-ce que du coup, ça lui permettrait pas, en fait, de reprendre un peu confiance dans son jeu, et peut-être, je demande pas qu'il retrouve le jeu qu'il avait au Celtics, évidemment, mais peut-être retrouver ne serait-ce qu'un jeu où il est capable d'atteindre les 10 points par match et d'être, efficient
sur un match. Voilà, donc c'est une des suppositions que je fais. Après, je suis pas 100% inspiré sur ce marché. C'est pas forcément quelque chose de très intéressant, sachant comme je dis, si on avait besoin de bouger, je pense que Masai l'aurait fait depuis longtemps. Voilà, c'était une supposition parmi tant d'autres. Concernant Isaiah Thomas, c'est un peu la même analyse que j'ai eue au moment de la trade deadline, mais concernant Derrick Rose, qui était mis sur le papier, on savait que les Pistons n'étaient pas très à l'aise. J'aurais plutôt été partisan d'aller essayer pas de les arnaquer, mais on va pas dire ça comme ça, mais de leur proposer un marché qui nous arrange plus qu'eux, et d'essayer de récupérer un petit Derrick Rose à mettre derrière Kyle Lowry et Fred VanVleet. Maintenant, Isaiah Thomas, c'est un joueur que j'ai adoré à son époque Celtics. Ça fait très mal de le voir sombrer comme ça après sa blessure, se faire trader comme il a été par Danny Ainge. Ça a été très compliqué pour lui. Effectivement, pourquoi pas. Maintenant, encore une fois, comme on l'a dit, va falloir faire de la place. Cette année, player option de Stanley Johnson a fait mal, celle-là. Mais bon, faut faire avec, donc pourquoi pas. Mais encore une fois, on fait de la place comment pour faire venir Isaiah Thomas potentiellement. Yep, c'est ça le problème, exactement. Moi, j'aurais juste c'est un petit souci avec Isaiah Thomas. Ce que j'aime bien dans l'effectif actuel, c'est que y a aucun joueur de l'effectif qui est vraiment une tare en défense. C'est-à-dire tous ils sont bons, on n'a aucun point faible, peu importe les rotations. Et c'est mon petit problème avec Isaiah Thomas, c'est que tu le mets dans ta second unit, tu sais qu'il y a un trou qu'il faudra combler parce que sa taille, c'est pas le meilleur défenseur. Il y a des joueurs qui sont de petite taille qui sont de bons défenseurs. Je le vois pas comme ça. Et en plus, depuis qu'il a eu ses problèmes de blessure et tout ça, qu'il n'est pas revenu à son meilleur niveau, c'est le seul petit truc pour lequel je le prendrais pas. Mais après, je suis assez d'accord sur le fait que un meneur créateur ne serait pas trop, mais j'en vois pas dans la liste que j'ai citée, donc ça me paraît assez compliqué, tout comme le fait que on n'a pas trop de marge de manœuvre, donc je pense que pour moi, il y a rien, il y a pas vraiment grand chose à faire. Un troisième pivot, pourquoi pas, pour envoyer de la chair à canon quand il y a des problèmes de faute ou éventuellement de blessure, parce que c'est vrai qu'on voit que quand il y a un gros pivot en face, Chris Boucher, il fait pas forcément l'affaire en 5. Et d'ailleurs, on a vu qu'il était largement meilleur cette saison lorsqu'il joue en poste 4, à côté d'un des autres pivots ou avec Rondé, même si Rondé est plus petit que lui, il est beaucoup plus physique. Donc difficile. Après, moi, je pensais à Bismack Biyombo juste pour la belle histoire et parce que c'est un francophone, ça me ferait un francophone de plus à interviewer. Et il est super sympa en plus, donc. Non, je pense que l'effectif ne bougera pas. Est-ce que c'est ton avis, Richard, pour conclure ce troisième quart-temps? Je trouve que déjà il y a pas de poste. On a besoin que ce soit sur la première, deuxième, voire même troisième rotation, on a besoin de quelque chose. Il y a juste à la création où oui, si Lowry n'est pas là, VanVleet n'est pas là, on se trouve au final avec que Norman à pouvoir essayer de driver l'attaque avec après il y a aussi Davis Et Patrick McCaw. Et Patrick McCaw, surtout notre meilleur meneur. Mais non, je vois pas d'endroit où on a vraiment besoin d'un joueur à aller chercher. Déjà qu'il y a personne à aller chercher, alors y aller pour personne et on a besoin de personne, donc plutôt, je trouve que ça va plutôt bien. Et en plus, on n'a pas de marge de manœuvre, donc je vois pas pourquoi on irait sacrifier un joueur pour aller récupérer un autre qui aurait le même apport, voire moins d'apport. Donc non, là-dessus, y a rien qui me fait envie et de pas bouger, ça me va très bien. Et même pour la trade deadline, que Masai n'ait rien fait, ça me choque pas du tout. L'équipe est bien depuis le début de la saison. Je trouve qu'il a raison de faire confiance à tout le groupe. Parfait, c'est la fin de ce troisième quart-temps. C'est parti pour ce quatrième quart-temps. Maintenant, on va s'intéresser à la semaine à venir. Alors, pas vraiment la semaine à venir, car les matchs reprennent seulement vendredi. Une petite semaine de repos après le All-Star Break. Premier match ce vendredi 21 février, donc avec... alors, cette semaine, on n'a que des réceptions. Si on prend pas en compte le fait que dimanche prochain, le dimanche suivant, on se déplacera chez les Nuggets à Denver, mais on va le considérer dans la semaine suivante pour le prochain podcast. Donc là, on va se concentrer sur les 4 matchs à venir, c'est-à-dire celui du 21
21 février face à Phoenix. Ensuite, je crois que nos amis de Raptors France et Belgique seront présents sur place pour Indiana dimanche, Milwaukee mardi et vendredi, on finira avec Charlotte. 4 réceptions pour repartir de bon pied. Comment vous voyez cette semaine? Ça s'annonce bien. Ça va être la meilleure semaine. C'est toujours pas, c'est jamais évident de ressortir d'un All-Star break, pardon. Après, on est sur une bonne dynamique, on y arrive avec de bonnes victoires, on a réussi quand même à créer quelque chose. Donc maintenant, va falloir voir si on peut rebondir et continuer là-dessus, effacer la petite défaite face aux Nets de nos têtes. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on se lance pas dans une bonne série. Après, je pense que commencer par les Pacers qu'on a déjà battus, etc. Pour le moment où on y sera sur place, ça peut être intéressant. Après, on va avoir un gros match face aux Bucks. L'entièreté de la semaine va paraître comme une semaine très complète avec on va dire une grosse cylindrée de l'Est, avec un underdog de l'Est et une équipe qui joue pas les playoffs mais qui peut titiller des gros par moment avec les Hornets. Donc je trouve que c'est bien parce qu'on va devoir jouer sur 3 registres bien différents. On parle pas forcément de Phoenix. On va voir comment ils s'en sortent et comment ils reviennent. Après, je pense que Phoenix, ça reste quand même ça reste quand même dangereux sous le sens où Phoenix a des capacités pour prendre feu, avoir des joueurs à capacité à prendre 25 points, à mettre 15 points dans un quart-temps assez rapidement. Donc voilà, je pense qu'on va arriver sur 4 matchs là de suite, plus Denver derrière. Je pense qu'on va arriver sur des matchs très intéressants qui vont permettre de bien replacer les Raptors dans une dynamique, dans une bonne dynamique ou dans une mauvaise dynamique justement. Mais heureusement qu'on arrive avec notre série de 15 dans les genoux et qu'on arrive après un temps de repos. Je pense que ça arrive au meilleur des moments pour nos Raptors. Oui, avec les blessés qui vont revenir en plus. C'est ce que j'allais dire, ouais, récupérer Norman Powell et Marc Gasol qui, mine de rien, ont été absents un sacré bout de temps. Alors Marc Gasol surtout, Norman Powell, a priori, ça devrait mettre un petit peu plus de temps, je crois. On n'a toujours pas, il me semble, d'estimation de son retour. Marc Gasol semblait déjà un petit peu plus proche et Nick Nurse a décidé de lui laisser tout le All-Star break pour éviter une rechute. Donc le retour de Gasol dans la raquette va faire du bien. Après, on va pas se leurrer, hein. Les principaux objectifs, c'est Indiana et Milwaukee, même s'il faut pas négliger les Suns et les Hornets. Indiana, on a le côté, on vient de les battre 2 fois, qui joue en notre faveur, en plus de la série de 15 victoires. Après, à voir comment ça se passe face à Milwaukee, ça sera une match-up très intéressant de voir ce que ça peut donner à domicile contre tout simplement la meilleure équipe de la ligue jusqu'ici. Donc ouais, non, ça va être une semaine intéressante après une semaine de break pour ce All-Star break, c'est pas mal. Et d'après CBS Sport, de nouveau, Marc Gasol et Norman Powell sont tous les deux mis en Game Time Decision. Maintenant, il faudra voir à Phoenix ou le jour avant si c'est toujours les mêmes comptes rendus, les mêmes blessures annoncées. A priori, après Brooklyn, il me semble que j'avais partagé l'information. Nick Nurse a dit que Norman était proche d'un retour aussi. Donc je pense que normalement, ils devraient tous être là pour Phoenix. Comment tu vois cette série, toi, Richard? Comment j'aimerais, ce serait qu'on tape les Bucks et ça envoierait un bon message. Il me semble qu'ils nous ont on les avait joués en début de saison, il me semble qu'ils nous avaient mis un tout gros match dans les dents. Je sais plus, mais je crois qu'on avait pris une belle défaite. Voilà, ça ferait du bien à tout le monde. Quitte à lâcher contre Charlotte et contre Phoenix ou les Pacers, c'est faire un week-end, faire une semaine à 2-2 mais en battant les Bucks. Je trouve que ça enverra un bon message. Après, voilà, de toute façon le but c'est d'en gagner le plus possible. Mais non, franchement j'aimerais vraiment qu'ils tapent les Bucks, surtout à domicile. Ça enverrait un bon gros. Je me répète, mais ça enverrait un bon gros message. Ils nous avaient battu 115-105. Avec que de 10. Ouais, puis même dans le match, c'était pas si violent que ça. De mémoire, moi je me rappelle, ils avaient fait un très 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 gros début de match. On avait été mené rapidement de 18 ou un truc comme ça. Ouais, premier quart-temps, 17-36. Voilà, et après à l'expérience, on était revenu, mais on avait été un peu court sur la fin de match et ils avaient refait le trou. On n'avait pas réussi à répondre. Je sais plus, je crois qu'il y avait eu une histoire comme quoi
t'es fatigué. Je sais plus si c'est une histoire de back-to-back ou des joueurs blessés, ou j'ai plus le souvenir, ça commence à dater. Mais ouais, je pense que tout le monde a envie qu'on tape ces Bucks pour par un gros coup et montrer que on peut compter avec les Raptors cette saison pour aller plus loin que ce que tout le monde pense. Ça, c'est clair et net. Qu'on passe, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on passe directement au pronostic, au Money Time? Money time, let's go. Passons au Money Time, comme ça on pourra parler un peu de chaque match individuellement. Alors c'est parti, le premier match face à Phoenix le 21 février. Au passage, ça sera mon anniversaire. Et allez, donnez-moi vos pronostics pour ce premier match face à Phoenix. Retour de All-Star Game, retour des blessés. À quoi s'attendre? On va faire dans le même ordre. On va commencer on va faire Victor, Alex, Max, et on finira par Richard. Victor. Oh, petite victoire. J'ai pas d'écart en tête, mais on va espérer une bonne victoire. Question de se relancer avant d'aborder Pacers, Bucks, Hornets. Une petite victoire, je pense. Alex. Ouais, pareil, pas une démonstration de puissance, mais une victoire sérieuse et sans faire trop de flammes. Max. Toi, serré. Le All-Star Break risque, on a eu du mal à finir avant le All-Star Break. J'espère qu'on n'aura pas de mal à recommencer. Donc moi, je pense ce sera quand même serré. Moins de 10 points d'écart. Et Richard. Ouais, dans le même sens que tout le monde, match serré. Après, j'aime bien que ce soit les Suns parce que surtout si Gasol revient, c'est de suite, il va avoir un intérieur adverse à neutraliser. Donc lui, ça le remettra dans le bain. Donc non, je pense à un bon match de Gasol pour le retour, avec un bon match défensif et pareil, une victoire serrée. Un Booker qui peut arriver chaud de son premier All-Star Game. Donc victoire mais serrée. Parfait. Moi, je vais aller sur une victoire aussi. Je vois un match un peu à l'image de la rencontre face aux Wolves. Un match très offensif avec pas beaucoup de défense et les Raptors qui vont se décider un peu à défendre en deuxième mi-temps pour aller chercher la victoire, mais pas un gros écart non plus. On passe à Indiana, dimanche 23 février. Victor. Victoire. Je pense qu'on va avoir un petit peu le même type de match qu'on a vu face aux deux derniers matchs qu'on a fait contre les Pacers. Je pense qu'on va peut-être un peu galérer. Il y aura un démarrage un peu laborieux. Je sais que c'est pas évident d'aborder les Pacers. Mais non, à voir s'ils vont pas revenir avec un esprit de revanche. Je pense que je dirais victoire, mais c'est vraiment le match où je suis le moins sûr de mon pronostic. Très bien. Alex? Ouais, pareil. Donc, on joue les Pacers pour la 3e fois en 3 semaines, si je ne m'abuse. Donc, la balle est dans leur camp, si j'ose dire. Nick Nurse sait à peu près comment les jouer, à voir comment ils vont aborder ce match. Effectivement, peut-être avec le couteau entre les dents après s'être pris 2 défaites en 3 jours. Mais je pense qu'on a de quoi s'imposer aussi, ouais, face aux Pacers. À toi, Max. Moi, je pense qu'on devrait gagner aussi, puisque les Pacers sont quand même très inconstants et très en difficulté depuis quelques matchs. Ils ont gagné contre les Bucks, mais avant ça, ils étaient sur 5 ou 6 matchs d'affilée sans gagner. Maintenant, voilà, je pense que ça devrait le faire. Eh bien, Richard. Je vais être le premier à pronostiquer une défaite. Je les vois revanchards, ouais. En plus, chez nous, c'est eux qui vont essayer d'envoyer un message et ils peuvent se reprendre. Et je vois bien un carton où nous, on prend l'eau sur un carton et que ça fait la différence à la fin. Donc pareil, une défaite mais serrée et voilà. Très bien. Et moi, parce que j'ai l'impression que je donne que des victoires à chaque fois, là je vais aller dans le sens de Richard aussi. C'est pas ce que je souhaite, bien sûr, hein. Je crois que personne ne souhaite une défaite, mais c'est le jeu des pronostics. Allez, je nous vois le lâcher, celui-là, avec des Pacers revanchards, peut-être déjà la tête à Milwaukee, mais ça se jouera pas de grand-chose. Peut-être un gros match d'Oladipo, parce qu'il en a pas encore fait vraiment de gros matchs. Il aura peut-être envie de se montrer face aux Raptors avec l'esprit revanchard. Donc allez, on va dire pour moi une défaite face à Indiana, mais je la souhaite pas, bien sûr. Ensuite, on passe à Milwaukee, le gros match. Victor? J'ai pas envie. J'avais hésité à dire 4 victoires parce que je pense qu'on va gagner contre les Hornets. Il est un peu mon prochain pronostic, mais je pense qu'on va perdre mais de peu et qu'on va montrer qu'on peut jouer les Bucks et qu'on peut sérieusement être face à eux. Je dis défaite, mais j'ai envie de dire défaite sans y croire, évidemment. C'est toujours embêtant si on s'écoute, on veut voir 82 victoires. Ouais, je dis défaite de peu, mais je pense qu'on va montrer des belles choses. On va enfin montrer qu'on peut aller défier les Bucks les yeux dans les yeux et que peut-être que le plus gros souci des Bucks durant ces playoffs, ce sera peut-être nous. Très bien, Alex. Je pense qu'on a vraiment une carte à jouer contre les Bucks. J'ai l'impression, c'est peut-être totalement faux, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils passent leur saison régulière en
tourne jusque-là. Ils passent plus de temps à répéter leur chorégraphie de catch dans les couloirs que leur système de jeu. Et je pense que du coup, on a potentiellement les moyens de les surprendre. Par contre, il faudra jouer à 100%, il faudra être au complet et parfaitement réciter la partition mise en place par Nick Nurse. Mais je pense qu'il y a moyen. Mais encore une fois, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Et si effectivement il y a une victoire de Toronto, ce sera très très court. Parfait, Maxime. Alors moi, je vais tenter la tactique de Benjamin. Je vais dire qu'on va perdre en fait contre les Bucks. Voilà, c'est une tactique qu'on fait sur Twitter. Il s'en résultera peut-être une victoire, on verra. Parfait. Richard, à toi. Si je nous vois perdre contre les Pacers, par contre, je nous vois gagner contre les Bucks. Et je nous vois aller chercher la victoire. Elle ferait énormément de bien au moral de l'équipe de pouvoir taper un gros rouge chez nous. Surtout que si on se rappelle les playoffs de l'année dernière, les 2 premiers matchs, on se prend un 2-0 bien méchant. Donc je nous vois bien aller chercher la victoire. Très bien. Et moi, pareil, dans ma logique du fait qu'on perde contre Indiana, je vois la grosse réaction et le match parfait contre Milwaukee. Mais c'est ce qu'il faudra aux Raptors vraiment pour s'imposer. Cette équipe, elle est très forte, c'est clair. Là, il faudra faire le match parfait, comme a dit Alex. Je récitais parfaitement la partition de Nick Nurse, mise en place par Nick Nurse, et je pense qu'il y a un gros coup à faire, et j'espère vraiment qu'on va le faire. En tout cas, je mise dessus. Et pour finir, Charlotte, on peut aller très vite à mon avis. Victor, tu l'as déjà dit, victoire contre Charlotte. Ouais, exact. Alex, pareil. Max, Les 2 doigts dans le nez, normalement. et Richard. Idem. Très bien, moi aussi, ça sera une victoire des Raptors. Sans manque de respect pour les Hornets. Sans manque de respect pour les Hornets. Très bien, merci à tous. On arrive à la fin de cet épisode 4. Je pensais qu'il durerait pas longtemps, mais on a tous été bavards. Donc merci à tous et let's go Raptors. Let's go Raptors. Let's go. Salut à tous. Oui, North. Lowry for 3.